Rendez-vous à Nantes pour notre premier voyage, la ville la plus déjantée de France, selon le Sunday Times. Déjantée, certains diront aussi surréaliste. Nous faisons justement nos valises aujourd'hui avec celui par qui tout a commencé, le poète André Breton. Aux portes de l'Atlantique, il est une ville ni tout à fait terrienne, ni tout à fait maritime. Tournée vers la Loire et son estuaire, vivifiée par l'influence océanique, Nantes est une cité bourgeoise singulière. De ses maisons médiévales à la tour de Bretagne, aux bâtiments les plus futuristes, tous les styles architecturaux s'y côtoient. André Breton ne va rester qu'une année dans cet univers protéiforme, mais il y connaîtra un éblouissement artistique. Dans cette surprenante cité de Nantes, il commencera à fonder un courant qui bouleversera la sensibilité artistique du XXe siècle, le surréalisme. Et d'un seul coup, il va découvrir une autre réalité, une autre manière de voir les choses, donc il va découvrir le surréel, il va transgresser ses habitudes et il va être ébloui, il va conserver cet éblouissement toute sa vie. André Breton n'a que 19 ans lorsqu'il débarque à Nantes, en juillet 1915. La Première Guerre mondiale fait rage. Étudiant en médecine, il est mobilisé comme infirmier militaire à l'hôpital de Nantes. Fasciné par cette ville, il s'évade en effectuant de longues promenades solitaires. Nantes est peut-être, avec Paris, la seule ville de France où j'ai l'impression qu'il peut m'arriver quelque chose. Pour découvrir les lieux qui vont devenir des sources d'inspiration majeures, il faut sortir des grands axes. Au cœur du centre-ville, reliant le quartier bourgeois de Gralin aux anciens quais de la Loire plus populaire, le passage Pommeraye, considéré comme un des plus beaux d'Europe, est une parenthèse entre deux mondes. Ce passage couvert de 3 étages est une place incontournable pour les amateurs de lèche-vitrine. Construit au milieu du 19e, sa décoration exubérante est une source d'hallucination poétique pour André Breton. C'est un endroit qui fait rêver parce que c'est peuplé de fantômes. Toutes ces statues sont des fantômes. Ce lieu est inspirant parce qu'il est hors du temps. C'est un lieu qui n'existe pas, ça ne ressemble à rien d'autre, il n'y a pas beaucoup d'équivalents, il y a des verrières, il y a des escaliers, c'est monumental, c'est secret. C'est plein de fausses pistes, c'est plein de portes qui s'ouvrent, mais on ne sait pas sur quoi, on ne sait pas où, c'est tout à fait inspirant, c'est encore magnifique. Si les passants voient dans les statues de simples adolescents songeurs, André Breton va avoir, lui, une toute autre vision de l'endroit. Dans certains passages fameux, on sait que des animaux sans nom dorment sans inquiétude. La grande force de Breton, c'est cette possibilité de transformer par son regard les choses qu'il va voir. Il va être totalement libre et aller au-delà du réel, constamment. C'est ça qui fait la grandeur de Breton, c'est que toute sa vie, il a cherché, lors du temps, il a cherché ce qui pouvait émerveiller, ce qui pouvait changer la vie. C'est notamment dans le passage Pommeraye qu'André Breton va théoriser ce qu'il appelle la force du rêve et réussir à capter comme personne avant l'âme de la ville. Je pense qu'il y a toujours à Nantes une volonté de ne pas s'en laisser compter, de garder une espèce de détachement dans toutes les circonstances de la vie, de garder le sens de la fête, des errances sans but particulier. C'est là aussi la poésie des quais de la Loire, la poésie des vieux quartiers, des maisons avec des passages secrets. C'est encore une ville qui est pleine de mystères et pleine de charme. Ce mystère, André Breton va le sublimer et ainsi nous donner sa vision de la cité des bords de Loire. Nantes, où certains regards brûlent pour eux-mêmes de trop de feu, où pour moi la cadence de la vie n'est pas la même qu'ailleurs,
où un esprit d'aventure au-delà de toutes les aventures habite encore certains êtres. Nantes, d'où peuvent encore me venir des amis. Nantes, où j'ai aimé un parc, le parc de Procé. Ce jardin, aménagé à l'anglaise et entouré d'hôtels particuliers, se situe à l'ouest de la ville. Il est traversé par la Chézine, un cours d'eau que le jeune Breton aime longer. Il s'y évade à la lecture de ses poèmes favoris, bien loin de ses préoccupations d'infirmier de guerre. Breton effectue presque quotidiennement un parcours qui va devenir pour lui une sorte de parcours enchanté. Et ce parcours est d'autant plus enchanté que Breton, dont la sensibilité poétique est en plein moment de maturation, se trouve modifié par la lecture intensive d'Arthur Rimbaud. Il a l'impression de retrouver les paysages qui sont décrits dans les Illuminations d'Arthur Rimbaud dans le parc de Procé. Il décrypte Nantes avec les yeux de Rimbaud, en quelque sorte. Havre de paix en pleine Première Guerre mondiale, les 12 hectares du parc inspirent les longues rêveries de l'apprenti poète. Le parc de Procé est un espace à l'exotisme mesuré, une arche de Noé végétale qui a accueilli au fil du temps plusieurs arbres remarquables. Dessiné en 1864, il est encore aujourd'hui un des lieux de promenade et de repos favoris des Nantais. Il est aussi le théâtre des toutes premières rencontres amoureuses d'André Breton. Tout à coup, une jeune fille l'aborde pour lui réciter un poème de Rimbaud, Le Dormeur du Val. Voilà une rencontre dont tout un chacun peut rêver. Et donc, il y a là une forme de cristallisation. C'est-à-dire que la poésie n'est plus une histoire de vers, d'ouvrages que l'on ouvre et que l'on referme. Non, le verbe poétique ouvre à la vie, ouvre à la rencontre amoureuse. Et la ville de Nantes va être, pour Breton, la ville des premiers émois amoureux. Le parc de Procé, en fait, quelque part, va cristalliser l'éros pour Breton. C'est-à-dire le lieu qui est chargé érotiquement pour Breton. C'est le cœur de la ville dans tous les sens du terme. Le parc de Procé jouxte l'un des nombreux quartiers bourgeois quadrillant la ville. Une bourgeoisie enrichie grâce au commerce de produits alimentaires venant en grande partie des colonies, comme le sucre ou la banane. Un apanage directement hérité de l'époque la plus sombre de l'histoire nantaise, quand la ville, qui figurait parmi les premiers ports négriers d'Europe après Lisbonne et Liverpool, vendait au XVIIIe siècle des esclaves aux Amériques pour obtenir ses denrées. C'est cette page dont témoignent les riches façades du centre-ville, avec leurs mascarons représentant des esclaves. Cette arrière-boutique inavouable de la bourgeoisie nantaise, Breton l'exècre. Pas plus qu'il n'aime son catholicisme effréné avec ses innombrables églises et basiliques, au premier rang desquelles la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, avec sa nef d'une hauteur imposante. C'est dans ce centre-ville bourgeois et fier de lui-même que travaille Breton, dans un hôpital aujourd'hui transformé en lycée. Il y soigne un dandy nantais du nom de Jacques Vacher, blessé au front. Ce fils de la haute bourgeoisie est traumatisé par la guerre. Rebelle invétéré et consommateur d'opium effréné, André Breton dit de lui qu'il est un très rare concentré de résistance absolue. Jacques Vacher va entraîner André Breton dans les bas-fonds proches du port. Les
Ces errances, ça consistait à entrer dans les mauvais quartiers de Nantes, le quai de la Fosse, à descendre dans les bouges à matelot, à entrer dans les cinémas où on pouvait parler à haute voix, festoyer, manger de la charcuterie, voir n'importe quel film. Le pluralisme des atmosphères nantaises est le terreau fertile des idées surréalistes de Breton. Jacques Vacher, en opposition totale avec les valeurs de l'époque, en sera le catalyseur. Cette rencontre est fondatrice dans la construction de la pensée d'André Breton. Jacques Vacher transmet totalement sa rébellion à Breton. C'est à cause de ça qu'il ne sera jamais un bourgeois comme il aurait pu l'être ou un poète officiel qui entre à l'Académie française. Ça n'a rien à voir. Donc il devient totalement différent. Il devient un révolté, il devient un surréaliste et ne cessera pas de rester dans ce chemin-là. Bien différents aujourd'hui, les bords de Loire nantais conservent malgré tout un esprit bohème. Lieu de vie culturelle et nocturne, ils accueillent les étudiants désireux de se relâcher. C'est juste en face d'ici, sur l'île de Nantes, qu'a élu domicile un projet artistique que n'aurait sans doute pas renié Breton. Les célèbres machines de l'île. Un projet un peu fou, où se rencontrent les mondes inventés de Jules Verne, de l'univers visionnaire de Léonard de Vinci et l'histoire industrielle de Nantes. Deux curieuses machines construites dans les ateliers réhabilités et qui déambulent sur le site exceptionnel des anciens chantiers navals. Ouais, on a conscience d'avoir déplacé la limite du possible. On est dans la ville des surréalistes. Il y a un côté un peu fou d'habiter le cœur d'une ville avec des... Ça déplace la limite de l'imaginaire, ça déplace la limite de l'impossible. Un gamin qui voit ça, ou un jeune, un adolescent qui se demande dans quel monde il vit, il se rend compte qu'on peut faire des histoires folles, que c'est possible. Et voilà, on est regardé un peu comme un exemple. Et nous, on est très heureux de tous ces hasards qui ont permis de rendre possible cette histoire-là. On ne sait pas comment, en tout cas, elle existe. Le grand éléphant est devenu l'un des symboles majeurs de la ville de Nantes. D'une hauteur de 12 mètres et d'un poids de 48 tonnes, il transporte le visiteur vers le carrousel des mondes marins, l'autre grand projet des machines de l'île. Moi qui suis nantais depuis 30 ans maintenant, je me rends compte qu'il y a une histoire particulière à Nantes. Il y a un truc où les gens ne sont pas étonnés par ces folies. Et tout doucement, Nantes apparaît comme une ville culturelle inventive. Je pense que, même si ce n'est pas volontaire, si vous écrivez l'histoire de cette ville, c'est pas aberrant qu'il y ait eu les surréalistes à Nantes et des aventures comme ça aujourd'hui ici. Les machines de l'île sont la parfaite illustration de ce petit grain de folie à la nantaise qu'André Breton a si bien su mettre en avant. Le poète y fera référence tout au long de sa vie. Un héritage que revendique fièrement cette ville, qui se veut encore aujourd'hui la ville berceau du surréalisme.